Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue messieurs, dames, dans Actu Débat de ce jeudi 11 octobre de l'an 2018. Et nous recevons pour vous Ildefonse Akpaki, directeur du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tout le monde. Merci. Notre deuxième invité, le pasteur Johannes Bavon, il est le secrétaire général du Front des architectes de la République. Pasteur Johannes Bavon, bonjour. Bonjour Monsieur Ali, bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Merci. Ildefonse Akpaki, rebonjour. Bonjour Elie, bonjour à tout le monde. Eh bien, Ildefonse Akpaki, on commence avec le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tient à partir d'aujourd'hui, les 11 et 12 octobre, donc en Arménie, à Évéran. Et ce sommet est placé sous le signe du vivre ensemble. Le thème du sommet, c'est vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Surtout sur le thème. Sur l'humanisme. Je crois que moi j'ai un souvenir très amer des actes posés par la francophonie. La francophonie dans le cadre des élections présidentielles passées. S'il faut parler d'humanisme, la francophonie devait avoir pitié des Togolais en rendant public le rapport, puisqu'elle a été à l'origine de l'organisation de la présidentielle de 2015. Nous avons cherché en vain le général Sangaré, qui était le chef de délégation. Entre-temps, on nous a dit qu'il était indisposé. Et puis après, nous avons appris via la presse internationale un rapport de la francophonie. Je crois, revenant sur mes premiers mots, que si ce sommet doit tenir compte de l'humanisme, je crois que nous ne sommes pas des bêtes au Togo, nous sommes des êtres humains et que nous devons être traités comme tels, tout en respectant nos valeurs, tout en respectant notre dignité. Je crois pour ma part que parler d'humanisme, il faut que la francophonie revoie sa manière d'agir envers les peuples, surtout les peuples d'Afrique et en l'occurrence le peuple togolais. Eh bien, Johannes Bavon, la francophonie, en parlant de solidarité, en parlant du vivre ensemble, met un accent particulier sur ce thème au niveau du 17e sommet de la francophonie. Et le thème retenu, c'est bien sûr, je vous le rappelle, vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité. Oui, pasteur. Merci, monsieur Lee. Nous dirons que la francophonie a fait... Le bien que la francophonie a fait à l'Afrique, c'est de permettre par sa langue l'élément ou l'instrument de ciment de la nation, surtout des nations francophones. Et aujourd'hui, on est encore très reculé en la matière. Bon, je dirais réellement que si le vivre ensemble est le thème de ce sommet de francophonie, nous dirons réellement qu'il va falloir que la francophonie comprenne le sens de ce qu'elle est en train de dire. Parce que vivre ensemble signifie l'égalité. Parce que quand on n'est pas égaux, on ne peut pas être ensemble. Donc cela signifie que ils sont en train d'aller vers une nouvelle politique. Et nous allons attendre, voir si ils vont nous traiter d'égal à égal et dans leur politique à l'égard de l'Afrique francophone, et également s'ils vont nous aider, surtout cette fois-ci. Bon, peu importe ce que ça a été dans le passé, je dirais que cette fois-ci, s'ils vont réellement nous aider à leur ressembler, à arriver à nous développer comme sur le plan politique, nous voulons parler du système dans lequel nous sommes,
que la France ne dira pas qu'elle ne sait pas ce qui se passe au Togo en réalité. Donc s'ils vont nous accompagner jusqu'à commencer par avoir les mêmes résultats sur le plan politique avec eux. En matière économique, l'économie de tout pays dépend de la capacité de chaque pays, de ce pays-là. Mais la francophonie, nous rassemblant aujourd'hui, parlant de la solidarité. Le mot solidarité veut dire le fort soutient le faible. Bon, et que ce soutien, cette aide ne constitue pas plutôt une forme d'esclavage, vous comprenez? Donc si la francophonie a ce thème aujourd'hui, nous la félicitons à condition encore que cela soit concrétisé dans les faits. Et donc, notez que les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie se réunissent donc tous les 2 ans dans un pays désigné par l'organisation. Ils statuent sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés, de membres observateurs et définissent les orientations de la francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde dans un cadre stratégique décennal et adoptent toute résolution qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation et à la réalisation de ses objectifs. Et ce qui a noter également, c'est que ce 17e sommet qu'abrite l'Arménie sera en outre consacré à l'élection du secrétaire général de l'institution. Madame Michaelzan sera-t-elle reconduite ou pas? Le sommet, le 17e sommet, en décidera. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, le Togolais bien sûr, Robert Doucet, prend part depuis quelques jours aux travaux préparatoires et aujourd'hui commence donc le vrai sommet. Merci. Passons donc aux questions d'ordre purement politique. Eh bien, Ildefonse Akpaki, le recensement électoral dans la première zone vient d'avoir est achevé. À la conférence de presse faisant le point sur le déroulement de ces opérations dans la première zone, la CENI, ou le président de la CENI, le professeur Gadanga, s'est dit satisfait donc, du développement. Ce sont ses opinions, moi je les respecte, sauf que je ne sais pas si M. Katanga est encore légal là où il est. Il est le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Togo pour l'instant. Lorsque je jette un coup d'œil sur le dernier communiqué du comité de suivi, je cite, allez-y, au titre de la CENI. Les 2 parties se sont félicitées des propositions visant à obtenir une CENI plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de l'opposition. Aussi a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune de ces parties, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu au titre des 6 représentants des partis extra-parlementaires et la société civile que chacune des parties concernées cohorte 3 conformément au code électoral. Les partis concernés ont été encouragés à nommer leurs représentants respectifs à la CENI d'ici le 30 septembre 2018. Au titre des chronogrammes, les parties prenantes ont été globalement ont marqué leur adhésion au chronogramme d'élection prévu par la feuille de route devant conduire aux élections le 20 décembre 2018. Fin de citation. Je crois que je n'ai pas retrouvé l'essentiel de ce qui doit être fait dans les normes et dans la légalité. Dans ce communiqué que je viens de lire, qui a sanctionné les derniers travaux du comité de suivi, lorsqu'on demande de recomposer, je me suis amusé à consulter le Larousse français. Et le Larousse français définit la recomposition comme la composition de ce qui a été détruit, de ce qui est dispersé. Alors, lorsqu'on emploie la recomposition, cela suppose que, dans un premier temps, ce qui a été fait en amont n'est pas
ce qui devait être. Et il faut reprendre. Et dans le cas d'espèce, je me suis amusé également à voir un certain nombre de choses. D'abord, les 8 membres de l'opposition ont-ils plu? Est-ce qu'ils sont comptables dans ce qui se fait, conformément à ce communiqué que je viens de lire? Je crois que le bon sens recommanderait que dans un premier temps, qu'il y ait dépôt des noms de ceux qui entrent. Dans un deuxième temps, que l'Assemblée nationale valide ces noms-là. Et après la validation, cette validation impliquera en même temps la démission de ceux qui étaient là avant. Puisque il faut 8 de nouveau. Et juste après leur démission, il faut la prestation de serment. Parce que la loi électorale dit qu'il faut prêter serment. Puis, la prise de fonction des nouveaux membres, l'élection d'un nouveau bureau, et puis revoir la recomposition au niveau des CELI. Vous ne pouvez pas me demander de faire une entrée et que d'autres travaillent à ma place. Mais Ildefonse Akpaki, un chronogramme a été défini et accepté par les 2 parties à la dernière réunion du comité de suivi. Vous avez dit les 2 parties. J'ai pu relever dans le communiqué 2 expressions. Les parties prenantes et les parties concernées. Alors, qui sont ceux qui sont en train de faire ce qui se passe là? Est-ce que c'est les 2 parties, comme le recommande le communiqué? 2, on dit les parties prenantes et les parties concernées. Il a été demandé à la C14 d'envoyer la liste des représentants, de ces représentants à l'Assemblée nationale avant le 30. Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Ça a été fait. Le 30 septembre. Ça a été fait, à ce que je sache. À la veille du début du recensement. Je dis, non, le débat n'est pas là. Le débat, c'est que quand on sait que c'est mauvais ce qu'il est en train de faire en amont, il faut recommencer. Et quand il faut recommencer... Vous aurez souhaité qu'on reprenne tout? Non. Est-ce que c'est tout ce qui est fait qui est mauvais? Je dis non. Mais le bon sens voudrait que lorsque nous sommes en conflit et que nous demandons l'arbitrage de quelqu'un qui vient et qu'au terme de nos discussions, il est dit dans le communiqué final, les parties prenantes, les parties concernées ont décidé de commun accord. Ça. Mais il faut que ça se traduise dans les faits, c'est tout ce que moi je dis. Mais moi je ne comprends pas. Même avec la CENI antérieure, mais j'ai comme l'impression que, je ne sais pas, je ne voulais pas aller sur ce terrain, mais j'ai comme l'impression que Horace finalement a raison quand nous prenons le cas togolais, en disant que lorsque les dieux veulent détruire certains, ils leur ôtent la raison. Oui, parce que je me rends compte que, entre-temps, avec la CENI ancienne, qui n'est même pas légale, on a dit 17 membres. 17 membres. Est-ce que cette CENI-là a véritablement siégé avec 17 membres? Quand le quorum est atteint, ça passe. Avant que le quorum ne soit atteint, il faut que nous soyons au nombre. Je vous donne un exemple. Vous avez un bureau à élire au sein de Métropolis, un bureau de 9 membres. Vous élisez 5 membres. Vous pensez que vous avez un bureau? Pour que le quorum soit atteint, il faut que nous soyons 9. Pour que certains disent, moi je ne suis pas d'accord, je me retire. Moi je suis d'accord, je reste pour que le quorum soit atteint. Les 17 membres de la CENI n'ont jamais été au nombre. Ne parlons pas de quorum, s'il vous plaît. Le bon sens voudrait que tout ce que nous avons comme bagage intellectuel, qu'on ne le mette pas au service du diable. C'est ça le Togo. Et il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes sur un terrain politique quand même. Où chacun tire le drap vers son côté. J'ai toujours dit, la morale prime également en politique. Vous pensez que tuer et voler comme ça, là, en plein air, parce qu'on est politique, on doit tuer l'autre. Parce qu'on est en politique, ce qu'on voit, qu'il est blanc, on dit qu'il est noir. Vous voulez que j'accepte? Mais il faut une dose de morale en politique. C'est ça. Pasteur Johannes Bavon, le recensement électoral dans la première zone est achevé. Il a été rallongé de 24 heures.
les Togolais se sont fait enrôler malgré l'appel au boycott de la C14. Maître Pévon dit être très remonté quand ces personnes qui se sont fait enregistrer. Il dit d'ailleurs qu'ils sont des faiblards et des défaitistes. Comment peut-on comprendre le fait que la C14 ait appelé au boycott et pourtant les gens sont sortis, surtout dans la zone numéro 1, sont sortis pour aller se faire recenser? Est-ce un désaveu? Non, on ne dirait pas ça. Est-ce que les gens sont réellement sortis comme les images sont en train de le divulguer? Non, je ne pense pas. Maître Apévon l'a constaté de Non, lui-même. écoutez, lorsque nous parlons de la zone, il y a plusieurs bureaux. Si on a 100 bureaux et que parmi les 100 bureaux, il y a 5 bureaux qui sont remplis de personnes, ça ne veut pas dire que ça a été un succès. N'oublions pas que le Togo n'est pas seulement que constitué d'opposants. Il y a certaines personnes qui sont de l'autre parti et qui soutiennent également le parti au pouvoir, vous comprenez? Et moi, je pense que cette réaction de la part de Maître Apévon est une réaction normale. Mais d'une manière ou d'une autre, il devra comprendre aussi que c'est pas tout le Togo qui est contre le pouvoir en place. Il y a ceux qui sont en train de profiter du pouvoir en place et qui, d'une manière ou d'une autre, devraient soutenir ce pouvoir. Je vais revenir sur ce point de ce recensement, parce que c'est un mot qui est en train de confondre beaucoup de personnes. Nous devons éclaircir un tout petit peu avec moins d'expressions techniques, quoi, permettant aux personnes, à n'importe qui, de comprendre ce qui se passe. Je serai sur la même onde d'analyse que mon frère Akpaki, et en disant que, tout d'abord, nous sommes en droit institutionnel. En droit institutionnel, on parle de quelque chose, on dit la compétence d'une institution. Le droit institutionnel, c'est l'ensemble des règles qui régissent la création, le fonctionnement et la dissolution d'une institution. Donc, il y a eu une CENI pendant la crise. Cette CENI a été rassemblée à la va-vite par le pouvoir afin d'éteindre le feu de la crise en disant « allons aux élections, allons aux élections ». Bien, mais puisque ça n'a pas pu aboutir à la résolution de la crise, la CEDEAO s'est ingérée dans la situation togolaise parce qu'elle en a le devoir. C'est son devoir. La CEDEAO ne nous fait pas une faveur en s'immisçant dans la crise togolaise. C'est son devoir. On reviendra là-dessus si on a le temps. Alors, étant arrivé, la CEDEAO s'est constituée en arbitre juridique entre le parti au pouvoir et le peuple qui s'oppose à ce pouvoir. Ainsi donc a été constituée la C14 pour représenter le peuple contestataire au dialogue. Étant arrivé au dialogue, on s'est dit qu'il y aurait une feuille de route que les deux parties prenantes devraient suivre. Alors, quand la feuille de route est sortie, la dernière réunion disait, en coupant court, la dernière réunion disait, en ce qui concerne la CENI, vous voulez, si je vais citer, il dit, concernant l'arrêt du processus électoral en cours, les experts électoraux étudieront les actes à accomplir pour s'assurer que le processus réponde à la transparence et l'efficacité. Ça, c'est des paroles de M. Timbou Kamara. Les paroles de M. Brou, l'Ivoirien, il dit, concernant la tenue des élections le 20 décembre, on ne sera pas dans le fétichisme des dates, mais dans l'efficacité. Vous comprenez? Alors, ici, depuis ce jour, la recomposition de la CENI qui a été annoncée, institutionnellement, en droit institutionnel, cela signifie que la première CENI qui a été mise en place par n'importe qui, quelle que soit son autorité, elle est dissoute. La CEDEAO n'a plus besoin de revenir en détail là-dessus. On est en droit. Et beaucoup de gens clament qu'ils sont juristes, nous ne sommes que leurs étudiants. Donc ils n'ont qu'à réellement démontrer ce qu'ils nous ont enseigné. Mais une institution, lorsqu'on nomme une nouvelle institution, cela veut dire que la première est caduque. Elle n'existe plus. Donc tous les actes que cette première avait posés, on l'appelle en droit nul et non avenu. Mais puisque nous sommes en dialogue,
il est possible, et pour ne pas faire usage de gaspillage, donc la CEDEAO pourrait retenir les avancées de cette première CENI qui était positive, et pour pouvoir permettre une avancée dans la nouvelle CENI. Mais on ne reconnaît plus au jour où ce communiqué a été divulgué, on ne reconnaît plus d'une manière, c'est ce que nous appelons la portée d'une décision. La portée de cette décision de recomposition signifie que la première CENI n'existe plus. Même si la seconde CENI a tardé à se mettre en place et à prêter serment ou quoi que ce soit, il n'appartient pas à la première CENI de faire encore quoi que ce soit parce qu'aucune compétence ne lui a été reconnue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc vous comprenez ici que il est très clair que l'appel au recensement du 1er octobre était un appel venant d'une institution incompétente aux yeux du droit. Donc c'est un acte qui est nul et non avenu. Bien, j'avance en disant, pourquoi est-ce que le pouvoir en place laisse cette ancienne CENI agir de la sorte? Il faut que les gens comprennent. Le pouvoir en place redoute 2-3 choses. La première, c'est que le pouvoir en place lutte contre la majorité de l'opposition au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Parce que si l'opposition prenait la majorité à l'Assemblée nationale, donc n'importe quelle réforme pourrait être faite dans n'importe quel sens contre n'importe qui. C'est ce que le pouvoir est en train de redouter. C'est pourquoi on a l'impression que cette ancienne CENI ne connaît pas le droit. Et elle connaît bien le droit. Ceux qui sont là-bas, ils sont nos professeurs, ils connaissent plus que nous. Mais ils font semblant de ne pas bien voir ce qui se passe. D'autres disent que non, à cause de la date. Ils sont dans le fétichisme de la date. D'autres disent que c'est parce que la nouvelle CENI n'a pas vite envoyé. Il n'appartient pas à l'ancienne CENI de diriger la nouvelle CENI. Est-ce qu'au niveau du relevé de conclusion du comité de suivi à sa dernière réunion, recomposition de la CENI telle qu'elle est définie, il est dit dedans également que les partis sont libres de maintenir ou de proposer très bien d'autres représentants. Permettez-moi de vous expliquer ce point. Il y a 2 parties prenantes. Il y a le parti au pouvoir qui a ses membres. Il lui maintient d'ailleurs. Écoutez, il lui appartient de les maintenir ou de les retirer. Ils sont maintenus. Ils sont maintenus, ça ne regarde pas encore quelqu'un. Ça, c'est leur problème. Il faut maintenant que la C14 aussi ajoute sa partie. Ça, nous sommes en train de constituer une forme de jury. En droit criminel, en droit pénal, on est en train de constituer un jury. Je vous avais parlé de cela ici, avant même que la CEDEAO ne vienne parler, que la CEDEAO ne pourra passer que par cette méthode. Alors, vous attendez. Maintenant, aujourd'hui, la CENI, là, qui est en train d'appeler au recensement, c'est au nom de quelle compétence? En vertu de quelle autorité? Et qui lui a reconnu cette autorité? D'autres disent que c'est parce que la nouvelle CENI n'a pas encore prêté serment et que ça a traîné. Ok, la première CENI a prêté serment devant qui? Si la deuxième CENI n'a pas encore prêté serment, la première CENI n'avait pas prêté serment. Donc, ne jouons pas à ce jeu. Nous sommes en train de construire une génération qui est en train de nous suivre, qui est obligée de faire une sélection de ceux qui sont modèles, ceux qu'on pourra suivre demain. Donc, vous voyez, donc quand on parle de ressassement, zone numéro 1, et que ça a marché, et que tel est satisfait, la satisfaction d'une personne maintenant n'est pas la situation. Lorsque on a fait le communiqué de la recomposition de la CENI, qui est-ce qui ont été satisfaits? Le G5 a été satisfait. La CEDEAO a été satisfaite par leur communiqué. L'ONU a été satisfaite. La France a été satisfaite. Vous voyez, depuis qu'on a commencé le recensement, lequel de ces gens ont été satisfaits de quoi que ce soit? Or là, moi, je vous dis que la diplomatie est en train de vous dire que nous ne sommes pas dans ce que vous faites là. Et pourtant, Ildefonse Akpaki, on a vu sur le terrain les experts électoraux de la CEDEAO descendre donc sur le terrain pour faire des observations, pour constater de visu le déroulement de ces opérations de recensement électoral. Au regard des analyses faites tout à l'heure par M. Bavon,
vous êtes permis encore de me poser des questions. Bien Pourquoi sûr. faut que je mette encore le doigt dans la plaie. Non, Vous c'est-à-dire, savez, ce que je nous sommes- dis, vous l'avez Non, non, constaté je suis d'accord- également. je suis d'accord Les avec experts vous. électoraux sont Je suis descendus sur d'accord le avec terrain. vous parce que vous êtes dans votre rôle d'animateur. Alors, je vous réponds. Je vous réponds. Journaliste. Oui, mais je vous réponds. Vous savez que il y a certains qui ne réagissent pas comme les autres. Dans notre État, nous avons des dirigeants, comme l'a dit tout à l'heure M. Bavon, qui voient la réalité, mais qui, pour des avantages, pour la conservation du pouvoir, disons-le comme ça, la conservation du pouvoir passe à côté. La CEDEAO ne peut jamais réagir si elle n'a pas des pièces à conviction. Alors, c'est vrai que ceux sur qui la CEDEAO doit s'appuyer, ce sont ces experts électoraux qui constatent les bassesses que nous avons vues lors de ce soi-disant recensement. C'est votre Je vais, opinion. je vais vous rappeler un truc. Allez-y. Est-ce que, en parcourant l'histoire du Togo, surtout lors des opérations électorales, vous avez une fois remarqué que lorsqu'on appelle le peuple à aller se faire recenser, quelque part, lorsqu'on constate que ce peuple ne réagit pas, on dit, et même moi j'ai écouté, j'ai eu des confidences, des gens qui sont dans l'administration qui disent, le chef personnel et le directeur leur a dit, si vous n'allez pas vous faire recenser, vous serez passible de licenciement. J'ai écouté des bonnes dames qui ont dit, nous sommes dans des microfinances où on est allé épargner, les gens nous demandent des cartes d'électeurs, la nouvelle carte d'électeur. On fait des rafles. On demande aux gens, avant qu'on ne vous libère, vous devez présenter la nouvelle carte électorale. On saisit les engins, doit-se dire. Et pour aller faire le retrait, on demande la nouvelle carte d'électeur. Mais attends. C'est un droit civique. Mais encore que c'est volontaire. C'est libre. Pourquoi vous voulez forcer les gens? Moi, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de maître Apévon. C'est un homme politique. Il a réagi en tant qu'homme politique. Mais moi, citoyen lambda, je dis, je n'ai jamais vu ça. Et ça, c'est un échec de l'État togolais. C'est ce que je qualifie de ce que ce peuple qui a longtemps assumé, supporté ceux qui le dirigent, bon gré, mal gré, sont aujourd'hui dans une phase de prouver à leurs dirigeants que vous là, on ne vous veut plus. C'est cette situation que nous vivons depuis un moment au Togo. Et ceux qui nous dirigent savent très bien qu'ils sont vomis de ce peuple. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser ces genres de méthodes. Ça s'appelle une gouvernance arbitraire. Parce que lorsque le civisme nous recommande quelque chose, il faut qu'on soit nous-mêmes volontaires à le faire. C'est vrai. Mais si aujourd'hui, comme vous m'avez posé la première question, là, M. Katanga est satisfait, il est dans une logique, il est dans une démarche. Et donc, moi, je me suis posé la question de savoir s'il est effectivement professeur, comme on lui dit. S'il était professeur, il saura que lorsque le relevé de conclusion dont vous avez fait allusion tout à l'heure a parlé d'une CENI inclusive et est remonté sur une recomposition de cette CENI-là, il devait savoir qu'il était déjà forclos depuis. Le contraire le ridiculerait. C'est un ridicule. C'est du ridicule, tout cela. Et il défend ça à Kwaki. Êtes-vous certain que dans les prochaines décisions de la CEDEAO, au constat de tout ce que vous relevez, la CEDEAO pourrait tout remettre à zéro ou demander que le recensement électoral puisse être refait? Vous savez pourquoi j'ai toujours eu confiance en Dieu? C'est parce qu'il fait bien les choses. En son temps. En son temps.
Mais si nous parlons de la CEDEAO, Oui, mais la CEDEAO, cela n'exclut pas que je Dieu parle n'est de pas Dieu. de la CEDEAO. Non, que je parle de Dieu parce que je suis en train de faire une analyse. Donc, allez-y. Ça n'exclut pas cela. Lorsque M. Fornassimbe a été choisi par ses pairs pour diriger la CEDEAO, c'était une joie pour tout le monde. J'ai pu lire dans les actes qu'il a posés avant de rendre le tablier, la CEDEAO dont il était président, il a été président, a pris le dossier de la Guinée-Bissau. Et c'est le même chef, M. Fornassimbe, qui allait sanctionner les Bissau-Guinéens pour n'avoir pas respecté la feuille de route de la CEDEAO. Mais si, ironie de sort aujourd'hui, si après avoir rendu le tablier, fait pas encore un an, et le même scénario retombe sur son pays, et dont il est le premier responsable, vous pensez que cette CEDEAO-là, qui regorge aujourd'hui, entre guillemets, des gens qui ont été choisis par leur peuple, pas à travers des hold-up électoraux, par leur peuple, peuvent accepter que lorsque lui sanctionne quelqu'un pour n'avoir pas respecté la feuille de route de la CEDEAO, que lui, il soit exempt, qu'on essaie de le caresser par le sens du poil. Je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de pièce à conviction que, à mon avis, ces experts électoraux sont en train de rassembler. Et au moment opportun, on verra. Parce que vous savez qu'il y a eu trop de blagues dans ce qui a été fait. Des gens qui se sont inscrits. C'est seulement 2, on a vu. Deux. Je crois que des gens pourront le faire 1 million de fois. Parce que si déjà, je me suis fait inscrire dans 2 centres différents, alors que lorsque vous avez un répertoire, si le répertoire est consacré au recensement, lorsque vous vous inscrivez dans un centre A, avec vos empreintes, que vous ne pouvez même pas falsifier. Lorsque vous irez dans un centre B, automatiquement, lorsque vous faites ça, si c'est sérieux, la machine vous signalera, monsieur, vous vous êtes déjà fait inscrire quelque part. Mais les machines ne sont pas mises en interconnexion ici. Pourquoi? Et donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. Ça a été toujours fait comme ça autour. Non. Mais le fichier sera audité après. Non, Qu'est-ce que tu racontes? non. Mais on parle. Ce n'est pas parce que. Est-ce que vous savez quand même qu'on parle de l'audit du fichier électoral qui viendra? Avant même qu'on parle de l'audit du fichier, c'est parce que vous savez qu'il y aura audit pour déceler le vol que vous êtes en train de perpétrer, que vous devez laisser tout le monde se faire enregistrer. Vous savez, ça s'appelle du gaspillage et de la tricherie. Parce que nous sommes dans une république et non une entreprise privée. Et une république, c'est quoi? Aller me faire recenser, c'est me mettre dans un répertoire, c'est mettre au moins les 7 millions de Togolais que nous sommes dans un répertoire et permettre à ceux qui ont l'âge de remplir valablement leur devoir civique d'aller se faire recenser. Et lorsque vous le faites ici, vous n'aurez pas, si c'est sérieux, vous n'aurez pas la chance ni l'occasion de le faire ailleurs. Vous avez vu ces cartes-là où les gens se sont inscrits à Côte d'Ivoire, Copion, Mébek, Bota. C'est des différences techniques qui ont été corrigées après, a annoncé donc le président de la CENI. Vous êtes sûr que ça a été corrigé? Le président l'a dit, que toutes ces différentes techniques ont été corrigées. Il faut faire extrêmement attention aux propos de ces messieurs. C'est un conseil. Eh bien, Pasteur Johannes Bavon, le recensement est annoncé déjà dans la zone 2 à partir du 17 octobre prochain. Et si la CEDEAO ne réagit pas ne réagissait pas plutôt jusqu'au 17 octobre prochain, ça veut dire que l'aval est donné. Ça ne voudrait-il pas dire que l'aval est donné? Bonne question. Parce que oui, je comprends bien la question. On attend que la CEDEAO réagisse, mais cette réaction ne vient toujours pas. D'accord. Il faudra qu'on donne encore des explications à nos auditeurs pour que les Togolais ne paniquent pas. La CEDEAO ne se substitue pas aux politiques togolais. La CEDEAO ne viendra pas faire la politique à notre place.
la CEDEAO est dans un rôle et le mécanisme qu'il utilise est le mécanisme diplomatique. Ici, la diplomatie parle par des signes, des symboles, souvent par le silence et rarement par la parole. La CEDEAO a déjà parlé. Au cas où, pour que les gens comprennent, je vous dirais que la CEDEAO a déjà parlé. Mais Mme Brigitte Adjamabo attend encore que la CEDEAO réagisse quand elle dit si la CEDEAO ne reste pas ferme envers ce régime, elle met la sous-région en danger. Écoutez, Madame Adjamabo est politicienne. Mais être politicien est une chose. Mais une meilleure chose est de connaître les rouages de la diplomatie. La diplomatie est la grande sœur, voire même la mère de la politique. Et celui qui n'arrive pas à comprendre le langage de la diplomatie sera toujours agité, paniqué, apeuré à chaque vent. La position de notre mouvement, le phare, est une position très stable devant cette situation. La CEDEAO, la communauté internationale, le G5, eux tous, ils ont déjà parlé. Je vais vous expliquer ça en vous donnant le premier exemple. Avant que la recomposition de la CENI ne soit annoncée, avant tous ces moments-là, et on a connu ce qui s'était passé dans la première réunion du comité de suivi, lorsque des responsables du Togo se sont chamaillés, et lorsque d'autres sont sortis les yeux rouges, et que les émissaires ont dit qu'il a fallu que les facilitateurs eux-mêmes viennent traiter sur la CENI. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Le pouvoir, avec ses soutiens, disait que la CENI est déjà en marche. Le train est parti. Que la feuille de route de la CEDEAO n'a pas parlé de recomposition. Voilà, tout à fait. Bon, vous vous rappelez bien de la situation. Donc, il disait que le train était en marche et que la C14 devrait envoyer ses 5 membres seulement et rejoindre pour que l'étude continue. Bien, quand on était dans ce cafouillage, on avait vu que les émissaires ont dit que les facilitateurs vont régler ça eux-mêmes. Est-ce que les facilitateurs sont venus? Est-ce que les facilitateurs qui ont été annoncés, qui devraient rencontrer le président de la République, l'ont rencontré en public comme tout le monde l'attendait? Ils n'ont pas fait ça. C'est ça la diplomatie de coulisses. C'est ce que je vous dis. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont tus. Il y a eu le silence. Et pourtant, ils ne sont même pas revenus parler de la CENI. Les mêmes émissaires qui se déclaraient incompétents en la matière, ce sont eux également qui ont été renvoyés pour recomposer la CENI. Ça, c'est la démarche de la diplomatie. Là où nous sommes, dans ce cafouillage de recensement, je vous dirais que la communauté internationale a déjà parlé. De par la non-déclaration de sa satisfaction en ce qui concerne le processus. Nous ne sommes que dans la première zone. Voilà, c'est-à-dire qu'il est trop tôt. Le politicien espère toujours des annonces, espère toujours des déclarations, des prises de position, des condamnations. Et ça, la diplomatie ne fonctionne pas comme ça. Moi, je peux vous dire actuellement que le président de la République lui-même, il sait que la CEDEAO ne s'est pas tue. La CEDEAO serait en train de discuter avec lui déjà, depuis le premier jour même. Et d'autres réunions, d'autres rencontres seraient en train d'être faites à l'insu de tous les publics, permettant à ce que les choses n'aillent pas comme ça. Parce que le seul but que la CEDEAO est en train de poursuivre, figurez-vous que la CEDEAO est à la solde de l'ONU, du G5 et de l'UA. Parce que c'est la CEDEAO qui a la compétence territoriale de résoudre cette crise au Togo. Donc la CEDEAO n'est pas d'elle-même en train de faire ce qu'elle veut. Je veux bien répéter ça à tout le monde. Et le but que la communauté internationale est en train de poursuivre au Togo, il s'agit de résoudre la crise togolaise par le mécanisme de l'organisation efficace, transparente et crédible des élections. Et non un cafouillage. C'est ce que le pouvoir en place ne comprend pas. Le pouvoir est en train d'attribuer à la CEDEAO un rôle de superviseur. Tandis que le pouvoir même est maître de l'organisation de la chose. Vous comprenez quand même, pasteur, que la CEDEAO n'ôte pas à l'État togolais son autorité. Lorsque, peu importe votre autorité étatique, dès que vous reconnaissez à quelqu'un une autorité arbitrale, une autorité d'arbitrage, vous avez soumis une partie de votre souveraineté à cet arbitre-là.
Donc aujourd'hui, c'est cet arbitre qui vous a déterminé le 20 décembre. C'est cet arbitre qui vous a donné une feuille de route. C'est cet arbitre qui vous donne des experts. Alors, qu'est-ce que vous réclamez à cet arbitre? Laissez l'arbitre faire son travail. On attend donc que l'arbitre réagisse. En attendant, vous n'avez pas besoin de faire le travail. L'arbitre connaît son travail. Il a le sifflet à la bouche, il sait quand siffler. Donc le problème ici, c'est que s'il y a une faille quelque part, quelqu'un lève le doigt, appelle l'arbitre et attire son attention sur la situation. Mais il ne se substitue pas à l'arbitre sur le terrain. Donc c'est ce que nous voyons le pouvoir en train de faire. Le pouvoir est en train de donner à la CEDEAO un rôle de simple superviseur. C'est le rôle là que la CEDEAO avait obtenu depuis dans nos dialogues, tous les dialogues que le Togo avait connus, c'est le rôle que la CEDEAO a eu. Et mais maintenant, la CEDEAO n'est plus dans ce rôle. La CEDEAO est dans un rôle plus puissant et plus fort. Et actuellement, sur le plan moral, ce que notre pouvoir est en train de faire, il est en train de jeter la honte sur certains d'entre nous. Parce que lorsque, au moment de la crise, tout le monde disait « fort démission », si vous vous rappelez, j'étais à votre micro ici, j'ai dit « nous, au phare, nous ne souhaitons pas la démission immédiate de Faure parce que ça n'arrangerait pas les choses. Ce qui arrangerait les choses, c'est des élections crédibles et transparentes, organisées de concert avec la communauté internationale. Vous vous rappelez en ce moment? Et il y a des gens qui se disaient que non, que le Togo est souverain et on ne permettra pas à une communauté internationale de venir organiser les élections avec nous. Aujourd'hui, nos doléances ont été entendues. Donc, au moment où on souhaitait les élections, nous avions été traités de tous les noms d'oiseaux. Maintenant que, ok, ça a été organisé comme nous le souhaitons, maintenant, le pouvoir doit permettre que ces élections soient organisées d'une manière crédible. Mais lorsqu'on fait ces cafouillages, on est en train de donner raison à ceux qui ont toujours dit que ce pouvoir, on ne peut pas lui faire confiance et que c'est des fraudeurs. Non, mais écoutez, il faut faire les choses d'une autre manière. Ça, c'est sur le plan moral. Sur le plan politique, le Togo n'a jamais été un État voyou. Même au temps de Yadema, en dictature, Yadema a tout fait que le Togo ait une bonne image. Si vous avez une communauté internationale qui est en train de vous diriger dans l'organisation de quelque chose et que vous avez accepté sa feuille de route, mais maintenant, vous vous comportez comme ça, mais écoutez, vous êtes en train de donner une mauvaise image de vous-même et du pays que vous représentez. Et ça, c'est sur le plan diplomatique. Le Togo n'a jamais été ce mauvais enfant. Donc, de grâce, bon, je sais que le président de la République, il a le pouvoir, le ministre de l'administration territoriale, il a l'autorité, le premier ministre a la compétence de rappeler cette CENI et de remettre les choses à l'ordre. Il faudra que le tir soit rectifié. Eh bien, Ildefonse Akwaki, l'autre souci qui se pose dans la recomposition de la CENI, c'est l'Union des forces de changement, l'UFC, qui refuse de céder sa place à la CENI dans cette institution qui organise les élections. C'est une incongruité. Une incongruité en quoi la loi permet, la loi dit tout simplement que quand vous êtes à l'Assemblée nationale en tant que parti politique, vous pouvez vous déclarer être de la majorité parlementaire, être de la majorité de l'opposition ou du gouvernement, je voudrais dire. Aujourd'hui, dans la conclusion, dans le relevé de conclusion du comité de suivi de la CEDEAO, il est dit clairement que 5 membres de 5 partis de l'opposition parlementaire. L'UFC dit être de l'opposition parlementaire. Sauf quoi? Sauf. Dites, allez-y. Partie prenante, partie concernée. Mais est-ce qu'au niveau du relevé de conclusion, il est statué que ces 5 J'ai fait la lecture tout à l'heure du relevé. Mais le relevé de conclusion parle de 5 partis. 5 partis de l'opposition parlementaire. Il faut ajouter les parties prenantes et les parties concernées. 1, 2. Il y a des lois qui sont bonnes, il y a des lois qui sont mauvaises. Ce n'est pas parce que le statut, la loi portant statut de l'opposition a fait cette gaffe-là que l'éducation que moi j'ai reçue. J'ai fait des études. La loi est issue de votre éducation. Écoute, non. L'intellectuel que je suis, je sais que ça c'est mauvais. Je dis c'est parce que c'est la loi, je vais le faire. Mais au nom de l'éducation, on ne peut pas violer une loi, la loi d'un pays. Au nom de l'éducation, je peux au moins dire la loi est mauvaise. Okay. Ou bien, c'est les deux. Mais comment pouvez-vous partager les secrets gouvernementaux? C'est-à-dire que vous êtes gouvernant
et vous vous opposez à la gouvernance là. C'est de l'incongruité. Et nous, donc vous estimez que l'UFC n'est pas en droit de réclamer sa place de maintenir mais non, l'UFC sa place à mais la l'UFC CENI. Tout d'abord, j'ai fait remarquer que au niveau du relevé de conclusion, les thèmes sont clairs, comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Bavon. Nous sommes en diplomatie et puis pendant tout ce temps où les gens étaient dans la rue, j'ai jamais vu l'UFC. Et elle n'a jamais contesté. Aujourd'hui, le relevé de conclusion parle de parties concernées et parties prenantes. L'UFC n'a jamais été partie concernée, elle n'a jamais été partie prenante. Si vous voulez, je reprends. Ah ouais, je vous comprends. Oui. Alors, au nom d'une mauvaise loi, moi, qui me dis intellectuel et qui veut le bonheur d'un peuple, je ne sais pas ce qui est caché derrière la tête, mais je me rends compte que c'est des pépés qui sont devenus manipulés. Il y a une main invisible qui manipule ces personnes, sinon, non seulement ils pourront comprendre à partir du relevé de conclusion. Le relevé de conclusion prête et il pouvait faire ce relevé de conclusion oui, à sa manière. mais il pouvait faire un exercice mental pour ne pas tomber dans l'hérésie intellectuelle en disant je ne peux pas gouverner et partager des secrets gouvernementaux avec ceux qui ont la manette et m'opposer à cette gouvernance. Je ne sais pas si ce que je dis, vous me comprenez. Mais vous avez suivi quand même Gilles Olympio faire une sortie médiatique très amère contre le pouvoir de Gnassingbé. Et puis après, c'est parce que là, il s'est rendu compte que, c'est ce que je vous dis, c'est pas parce que la loi, elle est mauvaise, que ça m'avantage que je dois, ce n'est pas ça, Elie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre dans notre pays que la morale a déserté. Et que nous devons tout faire pour ramener cette morale-là en politique. Je parle de morale en politique. Oh, je ne peux pas gouverner et m'opposer à la gouvernance. Je suis fou. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Je ne suis pas fou. Togolaise. Ce n'est pas parce que c'est la loi qui le dit. Il y a des lois mauvaises, il y a des lois bonnes. Mais prenons la bonne et évoluons parce que nous voulons le bonheur de notre peuple, c'est tout. L'opposition n'a jamais demandé à ce que cette réforme, à ce que cette loi statuant, faisant statut de l'opposition soit réformée. Est-ce que vous savez que pour modifier une loi, il faut un quota? Oh, bien sûr. Mais si vous ne l'avez pas... Mais l'opposition n'a qu'à proposer une révision. Ça va passer, vous êtes sûr, vous? Lorsque les règlements... Lorsque les règlements... Lorsque les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale demandent aux législateurs, lorsque je suis auteur d'une proposition ou bien d'un projet de loi, et que toi, tu n'es pas d'accord, les règlements intérieurs demandent à ce qu'il y ait des amendements. Combien de lois, combien de propositions, combien de projets l'opposition n'a-t-elle pas déposé sur la table? Au lieu d'appliquer les règlements intérieurs, c'est le président de l'Assemblée qui met fin au débat. Mais c'est ça les réalités togolaises. Il défense qui, Pasteur Johannes Bavon, l'opposition, la C14 bien sûr, réclame de nouvelles exigences. Elle demande bien sûr l'arrêt du processus électoral. Elle demande également un nouveau redécoupage électoral. Mais Djiba Bahara a été très clair, il n'y aura ni redécoupage, ni mode de scrutin, ni réorganisation des CELI, ni même la rétroactivité. Voilà la réponse de Bahara à la C14. Merci. Un petit commentaire? Oui, bien sûr. En ce qui concerne la présence de l'UFC ou non à la CENI. D'abord, l'UFC n'est pas à la CENI parce que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle en droit constitutionnel. Sinon, la CEDEAO n'a aucune autorité à venir demander à ce qu'on constitue deux parties prenantes et concernées au dialogue. Donc, tout est en train de jouer à partir de ce dialogue et non en tant qu'opposition ou non. Tout est dans ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Un pays est organisé et fonctionne d'une certaine manière. Mais lorsqu'il y a crise, pour régler la crise, on parle de circonstances exceptionnelles. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il a été reconnu à la C14 le statut de parti
prenante au dialogue, opposée à l'autre partie prenante qui est l'UNIR. Vous comprenez? Donc, il appartient à la C14 de décider qui va la représenter ou non. Et en la matière, UFC n'est pas le seul parti de l'opposition à ne pas être désigné par la C14 pour la CENI. Nous avons FDR de Maître Apévon qui a été dans la rue pendant 10 ans. Les sont des non-inscrits. Il y a l'ADI. Il y a ADI, voilà, je dirais. Il y a plusieurs autres qui n'ont pas représenté la C14. La C14 a le pouvoir discrétionnaire de déterminer qui va la représenter dans cette situation exceptionnelle. Lorsqu'on dit que on a eu à violer la loi électorale togolaise, il n'en est pas du tout le cas. Donc la dernière chose que je dirais, c'est que actuellement, ce que l'UFC pourra faire, c'est que personne sur la terre de nos aïeux ne pourra dire qu'il est un parti de l'opposition ou pas. C'est à lui-même de savoir ce qu'il est. Et ce n'est pas le fait de ne pas faire partie de la CENI qui fait de l'UFC un parti de l'UNI ou un parti qui n'est plus de l'opposition. Et tout cela, bon, je pense que ça peut s'arrêter là, quoi. Merci à vous, Johannes Bavon. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Front des architectes de la République. Merci à vous. Merci également à vous, Ildefonse Akpaki, directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. La Gazette du Togo.com sur lequel vous pouvez donc retrouver cette émission. Merci à vous tous. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur la 97.1. Merci à Rapide pour l'assistante technique au micro. Et Lipline, Goka, donc à nous, c'est bien moi, au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.